Eh bien, bonjour et bonsoir aux connectés. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de KDRL Santé intitulé les Mardis Cosy Cali. L'idée, c'est de vous proposer un rituel de rencontre pour les professionnels de soins primaires, avec l'occasion aujourd'hui de vous présenter le parcours proposé par KDRL Santé sur une thématique générale de découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins. Alors, nous serons deux à présenter ce parcours. Du coup, je commence. Lucille Trutt, je suis médecin de santé publique et chargée de mission à Caliral Santé. En particulier, je suis pilote de la mission soins primaires, qui est donc pour le développement de la qualité des soins dans le champ des soins primaires, les soins de ville. Voilà, et Noémie Terrien, je suis coordonnateur responsable de Calirel Santé. Alors, quelques petits éléments à vous partager, puisque peut-être que parmi les connectés, vous ne connaissez pas Calirel Santé ou vous connaissez déjà Calirel Santé. Donc, l'idée, c'est de vous présenter Calirel Santé et son accompagnement. Donc, quelques mots assez rapides. Calirel Santé, c'est avant tout une association à rayonnement régional, une association qui comprend à date plus de 860 structures qui sont représentées au sein de nos adhérents. Et derrière cette association, on est articulé autour de deux grandes missions, à la fois une mission réglementaire dans le cadre du décret sur la déclaration obligatoire des événements indésirables graves associés aux soins. On en parlera un petit peu à la fin du webinaire. Et un programme de travail propre qui est adapté aux enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients, aux remontées des structures adhérentes, en sachant que dans nos structures adhérentes, nous avons les trois secteurs de représentés, les établissements de santé, les structures médico-sociales et les professionnels de ville, et bien entendu dans le cadre des priorités régionales. Alors, Calirel Santé, c'est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients en Pays de la Loire, qui est désignée par l'Agence régionale de santé, pour lequel nous avons un contrat d'engagement. Alors, nos axes de travail, vous l'aurez compris, on est qualité des soins, sécurité des patients, avec une approche autour de cinq grands axes thématiques pour lesquels on produit appui, ressources et dynamique d'échange. Ces cinq axes, pardon, s'articulent autour des événements indésirables associés aux soins, en lien avec notre mission réglementaire, mais pas que, aussi tout ce qui est en lien avec le développement de la culture sécurité. Une thématique autour du parcours et de la pertinence des soins. Donc derrière cette thématique-là, on va mobiliser toutes les approches d'analyse des pratiques professionnelles qui vont permettre d'interroger les questions de qualité et de pertinence des soins. Un axe sur l'implication des patients des usagers avec la communication et le recueil d'expériences des usagers. Un axe particulièrement moteur dans nos fonctionnements et qui va probablement vous évoquer, vous, professionnels de ville, des éléments importants, c'est tout ce qui tourne autour de la coopération et la dynamique de travail en équipe. Donc, comment on communique et on coopère pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Et enfin, ce qui concerne en première intention davantage les établissements et les structures médico-sociales autour du management et l'évaluation des organisations. Toutefois, ça vous intéresse aussi, professionnels de ville, puisque derrière cet axe-là, on questionne aussi la question du leadership, et notamment du leadership en matière de qualité et sécurité des soins. Alors, ces cinq axes thématiques, ils ne sont pas anodins. Ils représentent en fait une partie des déterminants de la qualité des soins, qui est notamment portée par l'OMS et la Haute Autorité de Santé. Alors, nos actions concrètement sur la région Pays de la Loire s'articulent autour de plusieurs éléments. Notre action, c'est surtout d'assurer un accompagnement collectif et d'apporter une expertise méthodologique. On a une démarche plutôt collaborative avec nos interlocuteurs et avec les acteurs en établissement et professionnels de ville. Et on considère que nous sommes uniquement experts de la méthode, mais les experts de terrain, ce sont les professionnels qui participent à nos travaux. Dans cette dynamique-là, on va mettre en commun, on va construire, on va diffuser des outils qui sont complètement co-construits avec les professionnels et utiles dans leur pratique, en gardant en tête le partage d'expériences et des bonnes pratiques. On a bien entendu tout un enjeu à développer la culture qualité et sécurité, donc on va sensibiliser et former
des interlocuteurs privilégiés au sein des structures. On va assurer une veille documentaire et réglementaire et on a tout un pan autour de la communication auprès des membres de l'association. Et bien entendu, même si on est régional, on favorise des coopérations à la fois sur le plan national avec nos autres homologues structures régionales d'appui dans le cadre de notre fédération nationale et même internationale ou plutôt francophone puisqu'on a aussi des collaborations avec les Suisses et les Belges. Et bien entendu, on favorise aussi les partenariats à l'échelle régionale et locale, que ce soit des instances ou des organisations dans notre champ d'activité. Alors, si on zoome plus spécifiquement sur les professionnels de ville, c'est une activité qu'on a développée au sein de l'association depuis 2022 avec principalement des actions en collaboration avec des partenaires, donc pour lesquels on a mis les logos hein, tels que l'Inter-URPS, la PMSL pour les MSP, Co-Santé pour les centres de santé, Apimed et ses groupes qualité, le département de médecine générale de l'Université de Nantes, on a mené des projets de recherche, des enquêtes avec l'URPS Kiné. Et puis on intervient, par exemple, auprès des assistants médicaux au sein du CNAM Pays de la Loire. En pratique, on intervient dans des formations, on anime des webinaires. On a pu créer en lien avec les partenaires des outils spécifiques à destination des soins primaires. Lucille l'abordera un petit peu plus tout à l'heure. On peut piloter des enquêtes régionales, ce qu'on a fait avec l'URPS Kiné. On accompagne bien entendu, quel que soit le lieu d'exercice, la gestion des événements indésirables graves associés aux soins. On a, comme j'ai dit, coporteur d'un projet de recherche sur les événements indésirables en maison de santé pluriprofessionnelle en partenariat avec le DMG de Nantes et le CHU de Nantes. Et puis, bien entendu, on collabore au niveau régional et national en lien avec la qualité des soins. Pour résumer, notre démarche depuis 2022, c'est surtout de faire connaître nos ressources, co-construire des premières ressources pour permettre aux professionnels de ville de pouvoir toucher du doigt les questions de qualité des soins et de sécurité des patients et envisager des appuis régionaux par Calirel Santé. Alors, en 2025, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité lancer nos Mardi Cosy avec un petit slogan derrière les Mardi Cosy, tu fais quoi mardi soir? C'est Mardi Cosy. L'idée, c'est de proposer un parcours d'accompagnement. Auparavant, on avait plutôt des actions d'opportunité avec des sollicitations des partenaires et des rencontres qui nous permettaient de produire des ressources et des outils. Là, l'idée, c'est plutôt de proposer aux professionnels de ville un parcours d'accompagnement qui va nous permettre de rendre un petit peu plus cohérent et de vous retrouver dans les modalités d'appui de Calirel Santé. Donc, on a créé deux parcours qu'on va vous présenter aujourd'hui qui vont mêler ateliers, évaluation, mise à disposition d'outils, retour d'expérience. L'idée étant que de là où vous vous situez et en fonction de vos besoins, vous puissiez piocher des ressources, des partages d'expériences ou des projets qui correspondent à vos attentes. Donc, on a des parcours qui sont communs à tous les secteurs et on l'abordera autour des événements indésirables, et puis d'autres qui sont spécifiques, et c'est les deux parcours qu'on va vous détailler aujourd'hui. Et je vais laisser, je crois, la parole à Lucille pour vous présenter ces deux parcours spécifiques pour les soins primaires. Alors, donc, les parcours qu'on a construits pour les soins primaires, le premier, c'est le sujet du jour, c'est le parcours découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins. Et le deuxième parcours, c'est mettre en place une démarche de gestion des événements indésirables associés aux soins en équipe de soins primaires. Ça, c'est un deuxième parcours qu'on vous présentera un peu plus tard dans l'année parce que voilà, on les mène pas les deux de front. L'idée étant de vous laisser le temps aussi de découvrir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce parcours-là? Le parcours découvrir et s'approprier les méthodes d'amélioration de la qualité des soins. On a construit ça pour déjà répondre aux besoins qui étaient comprendre le sens d'une démarche d'amélioration de la qualité de soins, comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Et directement découvrir des outils qui vont vous permettre de passer au concret tout de suite. Voilà, c'est aussi vous montrer que la qualité des soins, c'est pas quelque chose qui est
administratif ou voilà, c'est pas juste des fiches à remplir. C'est du concret et on vous montre comment en quelques heures on peut déjà commencer à enclencher cette démarche. Donc dans le parcours, on commence aujourd'hui avec ce premier webinaire pour vous présenter le parcours et on va commencer à aborder ces notions. Qu'est-ce qu'on met derrière une démarche d'amélioration de la qualité des soins? Et Noémie a déjà un petit peu commencé à mettre les termes, mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'une culture de sécurité aussi? Dans chaque département, il est prévu une rencontre avec vous pour permettre, entre autres, d'expérimenter une première méthode d'amélioration. Je vais revenir sur chaque étape plus en détail, mais voilà. Et ensuite, en parallèle, il y a tout un cycle de webinaires qui sont organisés comme aujourd'hui, le mardi soir, parce que le mardi, c'est Cozy Cali, sur différentes thématiques sur lesquelles on reviendra. Et le parcours se clôture avec une dernière causerie en visioconférence pour voilà, faire le bilan ensemble et se partager les expériences. Donc, un peu plus en détail, les objectifs de ce parcours, c'est donc bien de comprendre le sens d'une démarche d'amélioration de la qualité des soins, de découvrir des outils adaptés. Donc, il y en a un qu'on va expérimenter ensemble pendant les rencontres régionales, mais on vous en présentera d'autres, euh, parmi lesquels vous pourrez piocher en fonction du sujet sur lequel vous voulez démarrer. Le parcours vous permet aussi, comme je disais, d'expérimenter une première fois et de pouvoir échanger avec les autres participants dans ce parcours pour que, voilà, quand on est plusieurs à démarrer ensemble, c'est toujours intéressant de pouvoir voir comment les autres s'en sont sortis et qu'est-ce qu'on peut apprendre des expériences des uns des autres. Et donc, ce parcours, c'est aussi vous prendre par la main et vous aider à venir faire un premier pas concret dans cette démarche, même si je pense qu'au fur et à mesure de ce parcours, ce qu'on va se rendre compte, c'est que vous faites déjà des choses sans forcément avoir mis l'étiquette dessus, mais ce sera plus clair après. Pour les rencontres départementales, donc là, on vous a mis les dates dans chacun des départements. L'idée derrière, c'est déjà faire connaissance. Voilà, Caliral Santé, c'est pas parce qu'on est basé à Nantes qu'on ne s'occupe que des équipes nantaises. C'est une association régionale, donc on est présent sur tout le territoire. Et pendant cette journée, l'objectif, c'est vraiment d'approfondir la réflexion sur le sujet de la culture qualité qu'on va démarrer ce soir. Et donc, je l'ai déjà dit, d'expérimenter une première expérience dans l'idée de pouvoir ensuite les reproduire au sein de votre propre équipe. Alors, il y a une première Ouais, pour les horaires de rencontre, ça va être principalement, on va dire, organisé au cours de la journée en section cible des structures. Par exemple, sur les départements du 44, par exemple, le matin, on s'adressera davantage aux structures sanitaires, en début d'après-midi aux structures médico-sociales et en deuxième partie d'après-midi, ou en tout cas en fin d'après-midi, aux professionnels de ville. L'idée, c'est de pouvoir à chaque fois avoir des fourchettes horaires qui correspondent en fait tout simplement aux contraintes des acteurs du secteur. Ah, bon, du coup, le 85. Eh bien, on changera la date. Ou on changera l'horaire si ça concerne, si on a plusieurs CPTS dans le 85. Les 7. Les 7, on a une réunion à 19 ou 20 heures, un truc comme ça. Ah ouais, donc ouais. Bon, on se réorganisera pour la Vendée. Donc après les rencontres en présentiel, on a les rencontres en visio, donc les mardis Cozy Cali. On en a préparé 3 sur, on va dire, les trois principaux thèmes qu'on a identifiés pour ce parcours découverte. Donc le 25 mars, ce sera sur l'évaluation des pratiques professionnelles, le PP pour ceux qui connaissent le terme. Le 6 mai, on va plus se pencher sur le thème de l'implication des patients et des usagers. Et le 1er juillet,
on abordera la question de l'enseignement sur les événements indésirables associés aux soins. Voilà, ces trois thématiques phares, on va dire, qui nous ont paru intéressantes pour vous montrer toutes les différentes façons qu'on peut avoir d'aborder le sujet de la qualité des soins. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, pour une CPTS, c'est que le 25 mars, on abordera, par exemple, les méthodologies de type patient traceur ou accompagné traceur, qui peuvent être mobilisées en fait sur des parcours que la CPTS a spécifiquement, ou encore des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles type audit ou RMM, qui peuvent être mobilisées en fait à l'échelle d'un territoire. En fait, l'application à l'échelle du territoire des méthodes qui sont promues par la Haute Autorité de Santé, avec des adaptations contextuelles et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment zoomer sur des outils qui sont pas la simple on ne duplique pas les outils du sanitaire ou du médico-social auprès des professionnels de ville. Il y a une vraie adaptation qui est faite de ces ressources. Et donc, pour clore le parcours, une dernière rencontre en visio. Cette fois, alors ce qu'on appelle nous les formats causeries, c'est voilà, un peu moins descendant, on va dire, que les webinaires. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager entre les différents participants au parcours quel est leur bilan, qu'est-ce qu'ils en ont tiré et qu'est-ce qu'ils ont déjà réussi à faire notamment en termes de première expérimentation de la méthode d'analyse de scénario qu'on vous aura fait essayer lors des journées régionales. Voilà le parcours qu'on vous a prévu. Et donc la causerie, c'est le 25 novembre. Peut-être qu'on a déjà quelques petites questions sur le parcours. Il n'y a pas grand monde de connectés. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas précisé au début du webinaire, c'est qu'il est enregistré et l'idée, c'est aussi l'occasion de le diffuser, de le promouvoir et donner aussi envie à d'autres professionnels du secteur de ville qui exercent en CPTS, en MSP, en cabinet, de pouvoir aussi appréhender ce qu'on peut proposer à KIRL Santé et nous solliciter. Alors, je ne sais pas si tu connais déjà un peu KIRL Santé, de par tes exercices précédents, et peut-être que tu as déjà des questions sur l'adaptation du parcours au secteur de ville. Hein. Bah, j'ai plein de questions, effectivement. Donc, je suis en ville depuis 4 ans sur MSP et CPTS et c'est des vrais sujets et enfin, j'ai hâte de voir comment ça peut être décliné en fait en ville parce qu'on a des contraintes qui sont un peu différentes du milieu hospitalier ou Medsos. Donc voilà, je n'ai vraiment par curiosité en fait. Et un élément aussi important, c'est tous ces parcours-là. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un parcours voilà, d'information sur tout ce qui est à disposition et tout ce qu'on propose à Canirel Santé. Et l'idée, c'est aussi que les professionnels de ville puissent être aussi représentés au sein de nos structures adhérentes, en fait, pour réussir à avoir des programmes et des projets qui correspondent pleinement à leurs attentes. Aujourd'hui, Lucille est notre chargée de mission professionnelle de ville. Donc, elle pourra l'aborder. Elle accompagne beaucoup de MSP, par exemple, dans le cadre de notre projet de recherche sur les événements indésirables associés aux soins. Et il y a beaucoup de ressources et de production qui sont vraiment co-construites avec les professionnels de ville. Et un des éléments importants pour nous, c'est que ça n'est pertinent que si c'est co-construit et testé dans les milieux d'exercice des professionnels. Mais bon, je sais que je prêche une convaincue. Alors, juste quelques mots, mais on va reprendre quelques éléments autour de l'amélioration de la qualité des soins, juste pour se repartager comment ces sujets-là, en fait, sont transposables, quels que soient nos lieux d'exercice. Qu'on exerce en établissement de santé, en structure médico-sociale ou en ville. Le sujet de l'amélioration de la qualité des soins, c'est un sujet qui est universel, en tout cas qui est porté notamment par l'Organisation mondiale de la santé comme une démarche qui associe une finalité commune qui est le bénéfice auprès des patients.
Donc la qualité, c'est pas qu'une composante d'efficacité qu'une composante de coordination. La qualité, elle intègre une notion d'efficacité, une notion de sécurité. Elle est nécessairement centrée sur la personne. On parle bien de qualité des soins et de sécurité des patients. Donc on est bien sur une qualité au service des patients. Elle nécessite à la fois de l'adaptabilité et de la réactivité dans les process d'adaptation aux besoins des personnes et organisationnels. On a nécessairement porté par l'OMS une notion d'équité, une implication autour de la coordination et au-delà de ça, de la coopération entre les professionnels, et bien entendu une notion d'efficience, un équilibre entre l'effort, le coût et l'efficacité des démarches qualité. Alors, la qualité des soins, c'est pas forcément priorisé de la même façon de là où on est et de là où on se place. Et ça nécessite à la fois des compromis et des équilibres qui sont à trouver en questionnant bien entendu les notions de balance bénéfice-risque. Alors, c'est un élément qui est extrêmement important aujourd'hui dans le système de santé avec les grandes tensions qu'on peut avoir, qui sont des tensions qui sont parfois très localisées en fonction des territoires ou sur des filières de prise en charge spécifiques. Ces compromis, ces équilibres, c'est aussi en lien avec les valeurs individuelles. Alors les valeurs individuelles des patients, mais les valeurs individuelles aussi des professionnels, de la spécialité professionnelle. Donc on va mobiliser et prioriser l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aussi avec ce qu'on porte à l'échelle individuelle de son parcours de vie et son parcours professionnel. On est sur des enjeux de rationalisation des ressources, donc qui peut aussi nécessiter un équilibre entre les efforts mobilisés pour atteindre un niveau de qualité et un niveau de standard et les ressources à mobiliser pour atteindre ce niveau-là. Donc il y a aussi des arbitrages en matière de qualité et de sécurité des soins à mobiliser. Et puis, on le sait, on a de plus en plus des accès aux soins qui sont ultra spécialisés et qui nécessitent des parcours de soins qui soient structurés et coordonnés. Donc, on a plusieurs exemples, hein. On peut avoir un traitement efficace, mais qui a un fort impact sur la qualité de vie du patient. Et pour le coup, la balance bénéfice-risque, elle est nécessaire d'être questionnée en associant les attentes et les souhaits du patient. On sait qu'on a un accès large aux soins des problèmes qui sont courants et simples, euh, mais on a des accès spécifiques aux soins avec des problèmes rares et graves. Alors l'accès ne veut pas dire l'égalité d'accès en temps réel, c'est plutôt l'offre. Et puis on a un fort développement de la prévention, en tout cas une ambition de développer la prévention, et ce qui est fortement souhaité et attendu. Alors, il y a ça, et puis il y a la réalité, en fait. Il y a la vraie vie, la confrontation avec la réalité du terrain, l'équilibre entre l'offre et la demande, tout ce qui tourne autour des facteurs humains et organisationnels. On n'évolue pas tous dans le même environnement de travail et avec les mêmes conditions de travail et d'exercice. On a une problématique extrêmement forte, c'est le turnover des professionnels, voire même la pénurie de certains professionnels ou de certaines spécialités. Et puis, on est dans un environnement médical qui est en perpétuelle évolution. Évolution de par les nouvelles pratiques médicales, mais aussi en évolution parce qu'en fait, on a un système qui doit s'adapter aux contraintes fortes qui pèsent sur lui. Ce qui veut dire que la résilience, l'adaptation et la créativité, c'est pas que sur la période 2020-2022, en fait, c'est un effort constant et qui est de plus en plus présent, notamment dans les dynamiques qualité et sécurité, et qui est particulièrement vrai pour les professionnels de ville. Alors, quand on prend ces éléments-là, ça veut dire qu'améliorer la qualité des soins, ben, c'est pas qu'une approche normative avec des procédures et puis une évaluation par rapport à des uniques standards. C'est forcément assurer le maintien et l'évolution de ses propres compétences, que ce soit des compétences techniques, mais aussi des compétences non techniques, tout ce qui est en lien avec la communication et le relationnel. C'est bien entendu voir la qualité des soins aussi d'un point de vue de sécurité. Il faut questionner les standards et du coup questionner aussi les standards de sécurité.
Ça veut dire que améliorer la qualité des soins, on va apprendre à mieux travailler en équipe. Et la notion d'équipe, elle est bien au-delà des professionnels qui exercent au sein d'une même structure ou au sein d'un même lieu physique. La notion d'équipe, elle est éclatée sur le territoire. On a forcément un enjeu d'améliorer l'accessibilité en termes d'adaptation d'horaire, de présence physique, de développement de tout ce qui est téléconsultation et autres, d'améliorer le parcours des patients complexes et de la collaboration avec les autres acteurs du territoire. Et puis un élément, c'est d'impliquer davantage les patients dans la vie et l'évolution de la structure et des organisations attendues en matière d'amélioration de la qualité des soins. Donc cette démarche d'amélioration continue de la qualité des soins, ben, c'est pas une approche unique. En tout cas, c'est pas que la démarche, c'est pas quelque chose qui est à côté du projet de soins ou du projet des équipes. C'est questionner ces pratiques pour prodiguer des soins de meilleure qualité, diminuer le risque d'événements indésirables, prendre du recul sur sa pratique personnelle, donc ce qui veut dire que ça nécessite d'avoir des temps de questionnement et des temps d'analyse de pratique, et puis d'améliorer la coopération au sein de son équipe ou avec l'extérieur. Donc c'est s'engager dans une démarche positive et sur le long terme, et ça nécessite forcément d'être priorisé dans un projet, que ce soit en MSP, en CPTS. On a un enjeu de positionner cette démarche d'amélioration continue comme un projet d'équipe en tant que tel. Donc on est bien dans un processus continu. Donc là, c'est la traditionnelle route des mines, mais ça veut dire qu'au-delà de se donner le cap et de planifier, eh bien, il faut mettre en place les actions, les évaluer, ces actions, et puis réadapter pour être dans cette démarche continue de la qualité, tirer les expériences de nos réussites, mais aussi de nos difficultés, pour être sans arrêt dans une adaptation et dans une résilience de la démarche. Et enfin, une démarche qualité, c'est pas que une approche technique. On a beaucoup parlé des outils, des ressources qu'on pouvait apporter, mais la démarche qualité, elle s'appuie sur des piliers qui sont indissociables, avec la culture de sécurité qui est partagée à l'échelle de l'ensemble des membres de l'équipe. Donc ça veut dire qu'elle se cultive, elle se partage et elle se cultive. Une stratégie qui est claire avec des objectifs qui sont identifiés. Ça nécessite de l'organisation. Quand on parle de temps d'analyse de pratique, eh ben, il faut les ritualiser, il faut intégrer ces temps d'analyse de pratique. Et puis, le dernier aspect, c'est que la pensée magique n'existe pas et il faut des moyens dédiés, en tout cas identifier les ressources qu'on va pouvoir mobiliser pour mettre en place cette dynamique qualité. Et quand on parle de dynamique qualité, on peut difficilement ne pas parler de la culture de sécurité, puisque on n'a pas d'un côté la qualité et de l'autre côté la sécurité. On a bien une dynamique qualité des soins et sécurité des patients. C'est ça. Donc, on voulait appuyer un petit peu sur ce pilier-là parce que je pense que c'est peut-être le terme qui est enfin, que vous aurez moins souvent rencontré. Donc, voilà, c'était aussi la thématique de ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture de sécurité? Donc, la sécurité, déjà, c'est un ensemble d'éléments qui vont amener le fait que quelque chose, enfin là c'est des notions très générales, mais voilà, qu'un fonctionnement soit en sécurité. Il y a à la fois tout ce qui est technique, avoir du matériel qui est disponible et qui est fonctionnel, et de locaux qui sont adaptés, des logiciels qui sont performants, etc. Ça, c'est les choses auxquelles on pense le plus souvent. Il y a aussi tout ce qui est organisationnel, avec tout ce qui est procédure et protocole, euh, pas forcément dans le sens tout est écrit, mais c'est voilà, on sait comment les choses doivent se dérouler et c'est organisé en tant que tel. C'est le travail en équipe qui est organisé, c'est la communication qui est organisée aussi. Voilà, on sait comment on se transmet tel type d'information. Et la sécurité, bah, c'est aussi les humains. Et en fonction des compétences techniques de chacun, des compétences non techniques, et aussi des croyances et des valeurs de chacun qui ont un impact sur la sécurité d'un système. Et donc, cet impact, il est via ce qu'on appelle la culture de sécurité.
Donc la définition, si on prend celle dans les soins qui a été faite par la HAS, c'est un ensemble de manières de faire et de penser qui contribuent à la sécurité du patient et qui sont partagées collectivement au niveau de l'organisation. Donc à côté, vous avez un petit schéma de l'ICSI, qui est l'Institut pour une culture des sécurités industrielles. Donc voilà, ça vient du milieu industriel, mais ils ont des choses qui sont toujours très pédagogiques. Et donc, cette culture de sécurité, pardon, cette culture, c'est à la fois, comme on a vu, les manières de faire et les manières de penser, chacun ayant des interactions avec l'autre, et c'est influé par, dans l'organisation, quelles sont les manières de faire, quelles sont les manières de penser dans la structure en général. Dans le collectif, voilà, quand vous avez des équipes qui sont peut-être regroupées, et de manière plus large aussi dans la société, voilà, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on fait de manière générale. Et finalement, l'individu va être, alors on a toujours sa propre individualité, mais dans les comportements en milieu professionnel, on s'aperçoit que ce qui a beaucoup d'impact, ça va plutôt être la culture de l'équipe et si par exemple vous avez le choix entre faire comme c'est dit dans le protocole ou faire comme Jean-Jacques, l'habitué qui est dans l'équipe depuis 10 ans, vous dit qu'il faut faire de telle façon, ce qu'on fait le plus souvent, c'est la façon dont on nous a démontré. Donc c'est vraiment cette culture de sécurité, c'est le reflet de tout ça. Et du coup, bah voilà, autre exemple, parce que souvent on dit une action c'est lié à une personne directement, mais si là je vous montre cette plage-là et vous avez un vieux mouchoir dans la poche qui traîne, est-ce qu'il est probable que vous le jetiez par terre? Alors là comme ça, pas forcément, mais disons que c'est pas si choquant que ça. Alors que si on était sur la deuxième plage, bah, ça nous viendrait quand même beaucoup moins à l'idée. Et c'est là pour montrer l'effet finalement du groupe sur le comportement individuel. Il y a toujours une influence. Et donc, le défaut de culture de sécurité, quand on analyse des catastrophes, finalement, on s'aperçoit que ça avait une grande part. Les catastrophes, elles n'arrivent pas pour rien. Souvent, il y avait des choses qui étaient précurseurs et qui n'ont pas forcément été utilisées à bon escient. Là, vous avez l'exemple, la centrale nucléaire de Tchernobyl, où quand on peut lire les analyses qui ont été faites de cette catastrophe-là, où en fait il y avait eu pas mal de petits dysfonctionnements qui avaient été repérés, qui avaient été vus par les scientifiques qui étaient là. En vrai, l'équipe, c'était des scientifiques qui étaient tous très, très performants, le matériel était un peu vieillissant, mais voilà, c'était pas catastrophique. Mais il y avait des dysfonctionnements qui n'étaient pas remontés, qui n'étaient pas résolus quand ils étaient remontés, et c'est tout ça qui fait qu'on est arrivé à une explosion. À côté, alors ça c'est un petit peu plus local, je vous ai mis le naufrage du pétrolier Erika, c'est pareil, c'est pas tout récent, mais voilà. Pareil, quand on lit le déroulement de cette situation, on voit que le pétrolier, en fait, il y a des accréditations, on va dire, enfin, en tout cas des certifications pour les pétroliers pour qu'ils aient le droit de naviguer. On voit que finalement, ça a été fait un peu à la légère par certains pays qui donnent les accréditations un peu facilement, ou avec des recommandations qui n'étaient pas suivies, mais il ne se passait rien derrière. Il a vu qu'il était, enfin, le pétrolier a vu qu'il commençait à être en difficulté dans la tempête, il a lancé une alerte, puis finalement, il a retiré l'alerte parce qu'il s'est dit qu'il allait s'en sortir finalement, enfin voilà, et on sait comment ça a fini. Et un petit peu plus proche du soin, j'ai mis l'exemple des irradiés à l'hôpital d'Épinal, où pareil, en soi, le matériel fonctionnait bien, tous les professionnels avaient les diplômes qu'il fallait, ça, c'était pas la question. Par contre, voilà, il y avait eu des dysfonctionnements dans l'équipe, avec des dérives sur les pratiques qui s'étaient inscrits dans les habitudes, où finalement ils avaient un petit peu, on va dire, fait
des essais cliniques un peu sauvages sur des protocoles de radiation sur des cancers qui n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques, mais pour essayer autre chose, et avec des calculs de doses parfois un petit peu rapidement faits, on va dire aussi. Et c'est tout ça, en fait, finalement, on voit que en soi, c'est pas une erreur humaine simplement, c'est vraiment tout le collectif qui dysfonctionne et qui continue à dysfonctionner parce qu'il a l'habitude de fonctionner comme ça. Donc voilà, ces trois exemples pour vous montrer à quel point la culture de sécurité, c'est pas quelque chose qui est de très explicite, mais en fait, c'est quand même derrière toutes les catastrophes qu'on peut croiser. Mais avant de parler des catastrophes, on va quand même plutôt parler de choses positives. Et donc, la culture de sécurité, on a un petit peu vu à travers les exemples ce qu'il pouvait y avoir derrière. Ben, c'est déjà la culture du signalement et de la déclaration. Je dis quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la culture du retour d'expérience. Quand il y a quelque chose qui n'y va pas, je travaille dessus et je partage ce qui s'est mal passé, ce que j'en ai fait pour que tous, on puisse apprendre en continu pour s'améliorer. C'est aussi la culture d'une équipe qui sait s'adapter au changement. Voilà, vous voyez, vous avez les termes en anglais en dessous, c'est la flexible culture. Donc c'est vraiment l'idée, voilà, d'avoir une équipe qui sait évoluer et ne pas rester dans ses habitudes parce que si on a toujours fait comme ça, c'était la bonne solution. Et enfin, la culture de sécurité, la quatrième composante, c'est la culture juste. La culture juste, c'est la bonne réponse à la bonne situation. Si on est sur une erreur faite entre guillemets en toute bonne foi, la réponse c'est pas la punition. Voilà, quelqu'un qui s'est trompé dans une erreur de calcul, c'est pas en faisant une punition qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Par contre, si il y avait une réelle intention de nuire, là par contre oui. Donc, oui, la culture juste, c'est vraiment ça. Et donc tout ça, c'est la culture de sécurité et c'est ce qui permet d'avoir une équipe qui est apprenante et qui fait améliorer ses pratiques. Et cette culture, quand on l'évalue, elle peut se mettre sur 5 niveaux, de la plus légère, on va dire, à la plus dynamique. Le plus bas, c'est vraiment le déni. Voilà, la sécurité, on s'en occupe pas tant qu'on n'a pas de soucis. Et petit à petit, on peut monter les marches sur, voilà, oui, oui, la sécurité c'est important, mais tant qu'il m'arrive rien, je fais rien. Puis le jour où il arrive, bon, ça, ok, quand même, je règle. Ou petit à petit, ben, je prends l'habitude d'avoir cette vision-là en fonction des niveaux de façon plus ou moins habituelle jusqu'à voilà, la vision proactive de la culture de sécurité où tout est articulé autour pour qu'on ne pense rien sans penser à la sécurité. Et on pourrait s'imaginer que ces modèles-là, ils sont uniquement applicables en milieu fermé ou en tout cas en établissement. Or, on pourra l'aborder sur le temps d'échange, notamment auprès des professionnels de ville. Ces notions-là de culture de sécurité, c'est celle qui évoque le plus de choses, en tout cas, qui évoque le plus la réalité du terrain. Parce que quand on parle d'événements indésirables, en fait, on ne parle pas forcément de l'événement qui a une conséquence majeure et qui va se passer à l'hôpital. C'est tous les petits signaux faibles que les professionnels de ville rencontrent ou observent les conséquences de dysfonctionnements qui ont eu lieu sur le parcours de soins du patient et qui vont questionner les pratiques de coordination et de coopération. Et on voit que c'est un vrai levier pour questionner les pratiques professionnelles. Et donc, ces niveaux-là du MapSaf, c'est un outil de Manchester. Alors, il est en anglais, il est assez complexe, mais il a été traduit et un petit peu simplifié. Donc ça, on va dire que c'est le premier exercice qu'on vous propose dans le parcours, c'est de faire une auto-évaluation de votre propre niveau de culture de sécurité pour justement essayer de voir où est-ce que vous êtes sur ces 5 marches.
Donc, la traduction, elle a été faite par la prévention médicale. Donc, pour ceux qui sont adhérents à la MSSF ou avant c'était le sous-médical. Voilà. Après, vous pouvez le télécharger librement sur les sites internet. Sinon, pour ceux qui veulent en garder une trace, on est en train de le mettre sur la plateforme Iforap, qui est la plateforme utilisée par Qualiral Santé pour ses évaluations. Donc ça, c'est réservé aux adhérents. Mais pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, sur le site de la prévention médicale, c'est juste un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Donc voilà, l'idée, Mais c'est... l'avantage de le réaliser via IFORAP, c'est qu'au-delà de la réalisation, l'idée c'est de vous accompagner aussi dans l'interprétation des résultats et de définir en fait un projet qui puisse correspondre à votre périmètre. c'est ça. Donc c'est un outil libre d'accès, il ne nous appartient pas, c'est pas nous qui l'avons imaginé ni pensé, donc vous pouvez complètement le télécharger en libre accès. Mais si vous souhaitez vous intégrer dans une réflexion à nos côtés, effectivement ça passe par notre plateforme IFORAP. C'est ça. Et l'intérêt, alors, de ces évaluations aussi, c'est de le faire une première fois pour voir où vous en êtes. On fait le parcours, on vous laisse un peu avancer, et après, ben, on refera une évaluation pour voir si vous avez réussi à avancer un petit peu, à faire avancer votre équipe ou pas. Et après, c'est pas grave, on a le droit de pas avancer dès la première année, parce que c'est des choses qui prennent du temps quand même. Changer une culture, ça, on en est bien conscient. Donc voilà ce qu'on vous propose d'autre pour continuer. Alors, il y a plein de ressources en fait qui existent, qui sont pas forcément issues de Canirel Santé, mais c'est des lectures que nous on vous conseille. Alors, un ouvrage qui commence à dater, qu'on ne retrouve plus sur le net, mais pour lequel nous on a quelques exemplaires. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire. C'est un ouvrage qui a été fait par René Amalberti et Jean Bramy sur la sécurité du patient en médecine générale, qui est assez intéressant. Et c'est un ouvrage qui a beaucoup inspiré notamment des CPTS en Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser des RMM en ambulatoire qui sont opérationnels depuis une dizaine d'années et puis qui ont aussi permis de questionner les RMM ville-hôpital. Donc en tout cas, c'est un ouvrage qui est assez intéressant, donc on peut vous le prêter. Un autre ouvrage qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est l'ouvrage de Marc Chanelière sur un ouvrage qui est très opérationnel avec des exemples très concrets de retour d'expérience sur des situations d'événements indésirables ou presque accidents qui ont eu lieu en médecine de ville et surtout avec l'adaptation des méthodologies qui peuvent être mobilisées à la fois pour structurer sa démarche mais aussi pour analyser ces situations-là. Donc c'est un ouvrage qui est accessible sur tout bon distributeur sur Internet ou en librairie spécialisée d'ailleurs. Côté Calirel Santé, on a fait ce qu'on appelle un Calibule, qui est un bulletin de nos lectures scientifiques. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a pu lire ou les expériences qu'on a pu recueillir. Et on en a fait un dédié spécifiquement à la qualité et la sécurité dans les soins primaires, qui est téléchargeable sur notre site Internet. Il y a du lien entre la littérature scientifique et des exemples qu'on a pu repérer en région Pays de la Loire. Donc, c'est un ouvrage, enfin, un magazine qui peut être inspirant dans vos pratiques. Et puis, bien entendu, mais il y a toutes les ressources produites par la Haute Autorité de Santé et aussi par la FORAP, qui est notre fédération nationale des structures régionales d'appui. Juste une petite précision, c'est pas grave. Sur les deux premiers livres, alors ils sont plutôt orientés médecine générale, mais après c'est adaptable assez largement parce que comme le médecin, bah, encore aujourd'hui avec cette notion de médecin traitant au centre du parcours et tout ça, il y a quand même de quoi s'y retrouver quand on est sur d'autres professions, c'est pas un souci. Et bien entendu, là, l'idée, c'était de vous présenter globalement le parcours et les ressources. Enfin, la première ressource qu'on vous invite à utiliser sur la mesure en fait, de la culture de sécurité. Si vous êtes intéressé pour poursuivre le parcours et accéder à l'ensemble de nos outils, on vous invite à adhérer à Calirel Santé. L'adhésion, elle est assez simple et pas extrêmement engageante, notamment pour les professionnels de ville.
Donc ça se fait directement via notre site internet. C'est une adhésion avec une contribution financière qui est extrêmement symbolique puisque c'est à hauteur de 50 euros par an pour toute organisation de professionnels de ville et ce qui vous permet aussi d'être représenté au sein de notre association. Et ce qui nous semble, dans le développement des sujets de qualité des soins et de sécurité des patients, nécessairement un enjeu d'avoir une représentation de l'ensemble des acteurs. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous aussi sur notre site internet où il y a des ressources qui sont accessibles librement. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de ressources qui sont réservées à nos adhérents, mais on a des ressources qu'on rend disponibles au grand public. Et notamment une ressource qui a été travaillée avec les groupes qualité Apimed sur de l'analyse de scénario, qui est une bonne première approche pour discuter et échanger sur les événements indésirables, avec toute une banque de scénarios adaptés au secteur de ville, qui est testée et approuvée par les groupes qualité des Pays de la Loire, par Apimed. On a aussi des affiches qu'on peut retrouver quelquefois dans les cabinets en ville, des affiches à l'attention des patients pour les sensibiliser sur le rôle qu'ils ont dans les soins. Pour parler d'une notion d'équipe, on a des illustrations un peu décalées de BD autour du travail en équipe avec des cartes qui peuvent être mobilisées. Bien entendu, on a toute la méthodologie des patients traceurs et des accompagnés traceurs, pour lequel on a une méthodologie qui est expérimentée et rompue en établissement de santé, mais on a pas mal de ressources qui permettent de faire des évaluations patients traceurs sur des parcours. Et puis, bien entendu, dans le cadre de notre mission sur les événements indésirables graves associés aux soins, on a des retours d'expérience, des fiches retours d'expérience qui peuvent être aussi inspirantes pour permettre de mieux comprendre les mécanismes d'analyse et comment on peut partager à l'échelle d'un territoire de santé. Et enfin, Et enfin, comme toujours, donc voilà, peut-être que c'est pas connu par tout le monde, mais on en profite aussi. On vous a parlé plusieurs fois d'événements indésirables associés aux soins et notamment événements indésirables graves associés aux soins. Pour vous recadrer peut-être ceux qui n'ont pas encore trop bien ni les idées en tête, un événement indésirable grave associé aux soins, c'est un événement dans lequel un patient a eu des conséquences graves. Donc, quand on dit grave, on pense soit à un décès, à une mise en jeu du pronostic vital, pardon, ou la survenue d'un handicap permanent lié à un acte de soin. Donc, par exemple, pour un médecin, avec une erreur de prescription de médicaments, ou après un infirmier à domicile sur une erreur dans la réalisation des piluliers qui fait que le patient a eu un gros surdosage médicamenteux qui a failli entraîner son décès. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un événement indésirable grave associé aux soins. Pour ces événements, euh, ils sont normalement déclarés à l'ARS et à la Haute Autorité de Santé. Et sur ces événements, on vous demande de faire une analyse pour comprendre ce qui s'est passé, dans l'idée de pouvoir améliorer les choses qui ont dysfonctionné pour que ça ne se répète pas. Et donc, nous, notre mission réglementaire dont on a parlé tout au début, c'est justement l'accompagnement de tous les professionnels dans la région, bien évidemment, qu'ils soient adhérents ou pas, pour l'analyse et la déclaration de ces événements. Donc voilà, si un jour vous avez quelque chose comme ça qui vous arrive, on est là pour vous accompagner. de manière indépendante et autonome. Donc ça peut être aussi une mobilisation qui peut être pertinente quand on est sur des événements indésirables graves qui associent plusieurs acteurs sur le territoire. Sans parler qu'Alirel n'est pas du tout médiateur, mais ça peut permettre d'avoir un interlocuteur externe qui est neutre, indépendant et autonome. Voilà. Et dans une vision vraiment pédagogique. C'est pas sur des analyses pour une assurance ou des choses comme ça. Nous, c'est vraiment l'amélioration des pratiques qui est notre raison de vivre. Alors, avant de passer aux quelques au petit temps de questions-réponses, et Charline, si tu as plein de questions comme ça, on pourra en échanger. On est à retrouver sur notre site internet, forcément. On a une adresse mail qui est utilisable pour poser toutes les questions. Forcément, on a aussi une ligne téléphonique. On est très présent sur les réseaux, notamment sur le réseau LinkedIn. Donc,
N'hésitez pas à vous abonner à notre page. Comme je le disais en introduction, Caliral Sensei, c'est toute une équipe qui intervient sur tous les champs. Dans l'équipe opérationnelle, Lucille est le pilote de l'activité soins primaires au sein de Caliral Santé. Ce qui nous permet à Caliral Santé, du coup, d'avoir vraiment ciblé des actions dédiées avec un référent de Caliral Santé pour vous accompagner sur les démarches. Et qui n'est pas une ancienne hospitalière, donc qui n'a pas, voilà, qui n'est pas dans un moule à déformer. Merci à tous pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous très vite, si vous le souhaitez, en adhérant à Caliral Santé et lors de nos prochaines rencontres sur nos mardis Cosy Cali. À bientôt. À bientôt, merci à tous.